2020, votre quart d'heure américain. Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Bonjour à tous, vous écoutez bien 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Bienvenue, je suis Antoine Boyer et je me trouve en ce moment devant la Maison Blanche dans une manifestation Black Lives Matter. Ces rassemblements sont devenus quotidiens récemment à Washington. Ici, les manifestants viennent crier leur colère quasiment sous les fenêtres de Donald Trump et ils demandent justice. Justice pour George Floyd, ce noir américain dont la mort à Minneapolis a été filmée. D'ailleurs, vous avez sûrement vu ces images, ces terribles images où l'on voit le policier blanc Derek Chauvin maintenir au sol George Floyd en s'agenouillant sur son cou pendant près de 9 minutes. Les manifestants réclament aussi justice pour tous ces Afro-Américains morts avant George Floyd dans des circonstances à peu près similaires. La contestation qui a d'abord commencé à Minneapolis s'est propagée partout dans le pays. Ils sont désormais des dizaines de milliers de personnes à manifester chaque jour avec parfois des émeutes mais aussi des moments très forts comme quand des policiers posent un genou à terre devant les manifestants en signe de solidarité. Les États-Unis traversent donc une période inédite et je vous propose une immersion dans ces manifestations à Washington pour vivre ce moment historique. It's sad to say that my first reaction wasn't shock. C'est triste de dire que, dans un premier temps, je n'ai pas été choqué. Je me suis dit, mince, encore un. Et puis j'ai pleuré, parce que ça aurait pu être mon grand frère, mon cousin, un de mes amis. Ça me brise le cœur. Ça nous brise le cœur à tous. Pourquoi ? Pourquoi lui ? Pourquoi ton genou est sur son cou ? Pourquoi tuez-vous nos femmes ? Pourquoi vous nous tuez ? Pour quelle raison ? Qu'avons-nous fait ? Rien à part vivre, juste comme vous, et vous nous tuez. We did nothing but live just like you, and you kill us. If white people lose a football game, they riot. Si les Blancs perdent un match de foot américain, ils se rebellent et personne ne dit rien. Si nous perdons la vie, quand on pleure, c'est un problème. Ça n'a pas de sens. It doesn't make sense. Les manifestants viennent de décrocher un drapeau des États-Unis et ils hurlent. Et ils vont brûler le drapeau. George Floyd! George Floyd! George Floyd! Je suis devant la Maison Blanche. On est lundi après-midi à Washington et il y a quelques centaines de manifestants. Ils ont énormément de pancartes, par exemple White Silence is Violence, le silence des Blancs c'est la violence, Black Lives Matter, bien sûr la vie des Noirs comptent, ou alors d'autres pancartes comme I can't breathe, je ne peux pas respirer, c'est ce qu'a dit George Floyd au moment où le policier le maintenait à terre avec son genou sur son cou. Je crois que nous faisons face à l'oppression systémique. En tant que Noirs, ça dure depuis plus de 400 ans. On en a marre, on a vu tellement de personnes mourir aux mains de la police en faisant usage de la violence, et ça suffit, donc nous nous faisons entendre. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que la plupart de ces manifestants sont jeunes, très jeunes, et qu'il y a aussi pas mal de blancs. Et donc je vais aller en interroger quelques-uns pour leur demander pourquoi ils sont venus pour demander justice pour George Floyd et la fin du racisme un peu systémique dans la société américaine, dans la police américaine. En tant que blancs, c'est notre responsabilité de se mobiliser pour les Noirs qui se font tuer par notre système qui nous privilégie. Et ce qui est assez frappant, ce qui est assez marquant dans cette manifestation devant la Maison Blanche, c'est que quasiment
tous les protestataires ont des masques chirurgicaux, des masques en tissu, parce qu'on est quand même en pleine pandémie de Covid-19 encore aux États-Unis. Il est 18h20 et le couvre-feu débute dans 40 minutes. Il y a de plus en plus de monde devant la Maison Blanche. We're peaceful! We have nothing! Et les manifestants disent qu'ils sont pacifiques. Et là, les manifestants sont en train de courir. En fait, les policiers sont en train de charger. Et il y a des... Oh là là, mais il y a des... Oh. Ça y est, ils sont en train de charger. Ils sont en train de charger. Ah ouais, ça continue là. Ils nous détestent, ils nous tuent et il n'y a aucune justice. Donc il n'y aura pas de paix. Et nous resterons ici chaque jour jusqu'à obtenir justice. J'ai 19 ans, je suis une femme noire et je suis une victime. Je suis une cible et mon frère est une cible, mon cousin aussi, mon ami aussi. On est tous des cibles parce qu'on est noirs. Et voilà, les policiers ont à peu près réussi à disperser la foule. This was before the curfew. This was before the curfew. And fuck it, they just rushed us, fucked us up. Like, I get it. Un manifestant est venu se plaindre auprès du policier qui avait dispersé la foule avant 19h, l'heure du couvre-feu. Les manifestants ont été dispersés en fait avant 19h pour que Donald Trump puisse se rendre à l'église Saint John en face de la Maison Blanche où un début d'incendie avait éclaté la veille. Il a posé pour une photo avec la Bible. Je manifeste car hier soir, avec ma femme, nous avons dû dire à notre fils de 12 ans qu'il n'est pas en sécurité dans ce pays à cause de la couleur de sa peau. Parce qu'en tant que noir, il est automatiquement présumé criminel. Les noirs ne sont pas traités équitablement. C'est pour ça que je suis ici. Pas seulement pour ça, mais aussi pour demander justice pour George Floyd. Justice pour tous les noirs qui sont assassinés de manière insensée par la police. Justice for all blacks who were murdered senselessly by police. Sean Bell, Walter Scott, Michael Brown, Oscar Grant, Freddie Gray, Natasha McKenna. C'est un hélicoptère de l'armée. Je vois un monsieur qui a ses jambes, même deux personnes, deux militaires qui ont leurs jambes à l'extérieur de l'hélicoptère. Et l'hélicoptère militaire qui est en train de surveiller la zone. Après avoir été dispersés, les manifestants sont partis. Et on fait une grande marche dans les rues de Washington. Et là, on est en train de revenir vers la Maison Blanche, qui j'imagine sera fermée d'accès. Les manifestants passent juste devant la Maison Blanche, où il y a de nombreux policiers avec leurs boucliers, et ils crient « Hands up, don't shoot », les mains en l'air, ne tirez pas, à l'adresse des policiers. On s'appelle tous les deux Trey, j'ai 23 ans, je viens de Columbus dans l'Ohio et nous étions l'une des premières villes à nous mobiliser dans la rue. Vous êtes venu à Washington exprès ? Oui, je suis venu exprès à Washington pour me mobiliser, faire partie de cette histoire qui s'écrit. C'est l'histoire et ça signifie quelque chose pour moi. Je suis une personne de couleur, je fais partie des minorités, ça représente beaucoup pour moi. George Floyd aurait pu être n'importe qui dans mon entourage. Ça aurait pu être le type avec qui je suis venu aujourd'hui, mon frère, mon cousin, mon père, mon oncle, ma mère, ma sœur, ma nièce, ma tante, et ça compte. Pour vous, cela va au-delà de la mort de George Floyd ? C'est une accumulation de plein de choses. George Floyd n'est que la partie émergée de l'iceberg à ce stade. J'en ai marre. Combien de fois dois-je nous voir nous faire tuer ? À l'ère des réseaux sociaux. Pensez à l'époque où il n'y avait pas de caméra, de micro, des choses comme ça. Ça fait des années que ça dure.
Où nous en sommes, ce n'est pas assez. Et nous avons un président qui jette de l'huile sur le feu et qui s'en fout de nous. Nous sommes en guerre. Nous nous battons pour ce en quoi nous croyons, et c'est soit le président qui gagne, soit nous. Il envoie les militaires contre ses citoyens. Qu'est-ce que ça signifie? Le monde nous regarde en ce moment. Il n'aime pas les minorités. Je pense qu'il est raciste, que notre sort lui importe peu, et il le montre à travers ses actions qui parlent davantage que les mots. C'est pour ça que je dis, faisons quelque chose. C'est pour ça que je suis là. L'atmosphère à Washington est très étrange, la ville est méconnaissable. Après les violences et les pillages d'une nuit, les hélicoptères survolent la capitale, des véhicules militaires bloquent les rues du centre-ville et les soldats de la garde nationale ont été déployés. Definitely gotta feel this one. Open your mind, open your ears. Ride with me. Let's go. On est mardi, il est un peu plus de 15h à Washington, dans la capitale américaine, après 2 nuits passées sous couvre-feu. Et là, je m'apprête à rejoindre devant un hôtel Trey et Trey que j'ai rencontré hier lundi. Ils étaient assis sur la route après le début du couvre-feu, devant les policiers. On a discuté assez longuement et j'avais envie de les retrouver pour qu'ils me racontent un peu plus leur histoire, pour qu'ils me racontent ce que cela signifie être noir aux États-Unis en 2020. Hey guys! Can you tell me where we are here? We are at the Fairmont, the finest hotel in DC. 9.9 out of 10. Noté 9,9 sur 10 cet hôtel dans le centre de Washington, qui est extrêmement luxueux, et je suis avec Trey et Trey qui m'emmènent avec eux. So do you live here? J'habite juste à côté, j'ai l'habitude de venir dans cet hôtel. Ils ont une salle de sport en bas, on vient faire des interviews ici assez souvent. C'est un peu notre spot. Trey fait de la musique et moi je suis son agent. J'ai 23 ans. Et vous, Trey, quel type de musique faites-vous? I do hip-hop. Je fais du rap et du R&B. And how famous are you? How famous am I? Si je suis célèbre, je suis connu mais pas encore assez. Big enough yet, you feel me? J'ai une question. Qu'est-ce qu'être noir aux États-Unis en 2020? I've been sitting outside my sister's apartment and Il m'est arrivé d'être assis devant l'immeuble où habite ma sœur et des policiers m'ont interpellé disant que je regardais dans les voitures. J'ai été victime de discrimination au faciès. Quand je conduis, j'ai peur. J'ai peur lorsque je vois des policiers. La meilleure manière dont je peux décrire le fait d'être noir à quelqu'un qui ne l'est pas, c'est vous parler de cette peur dans laquelle vous naissez et entendre vos parents vous mettre en garde. Hé, fais attention, ne sors pas trop tard, tu ne peux pas faire ci, pas faire ça. Regarde bien ce qui se passe autour de toi, fais gaffe avec qui tu es, et plein de choses comme ça. Car même si vous ne faites rien, vous pouvez vous faire attraper. Le monsieur de la sécurité nous a demandé de partir. It's okay. When you were growing up, did you... En grandissant, est-ce que vous avez eu avec vos parents cette conversation qu'on appelle the talk? Oui, c'est arrivé, j'avais 10 ans et je m'apprêtais à sortir avec des copains au supermarché. On a entendu aux nouvelles que des ados noirs de 14-15 ans avaient volé dans le magasin. Et là, mes parents m'ont dit, on sait que tu voulais sortir, mais reste à la maison. La police recherche des jeunes noirs de 14-15 ans. Là, j'ai répondu, mais moi, j'ai 10 ans. I'm 10, and I'm 10 years old. And they said, well, in the eyes of the police. Et ils ont dit, aux yeux de la police, ça revient au même. Ils voient ce qu'ils veulent voir. Donc on est resté à l'intérieur et on a parlé pendant 1 heure. Can you explain what the talk is? The talk is, it's no different from, you know, when your parents have that talk with you about, hey, you're starting to mature, you know. The talk, c'est un peu comme le moment où vos parents ont cette conversation avec vous. Tu deviens grand, tu vas bientôt sortir avec des filles, bientôt connaître tes premiers émois, tes premiers frissons. For black people, we have to talk about racism and we have to talk about like police and we talk about. Pour nous les noirs, on parle du racisme, de la police, de la manière dont on est perçu, du monde tel qu'il est. Quand vous êtes enfant, vous n'en avez pas vraiment conscience. Donc the talk, c'est un peu comme un sursaut où on vous dit "Hey, je veux juste que tu commences à bien voir les choses, que tu aies conscience de ce qui t'entoure, de ce qu'est la réalité." Et aucun parent ne veut voir son enfant faire la une des journaux. Puis-je vous demander si vous venez d'une famille riche ou de la classe moyenne?
J'ai grandi avec une mère célibataire et mon frère. Elle a tout fait toute seule, elle s'est débrouillée pour étudier et nous a eus quand elle était à la fac. Donc je remercie ma mère infiniment. Nous avons vécu avec de faibles revenus. Mais ma mère a travaillé comme une dingue, pardonnez mon langage. Elle a travaillé comme une dingue avec 2 enfants. Elle nous a élevés seuls et m'a envoyé dans une école catholique pour me sortir du système public. Maintenant, regardez-moi. J'ai 23 ans et j'ai un diplôme universitaire. C'est grâce à ma mère, pas grâce au gouvernement ou au système. J'ai grandi dans un environnement assez différent, je crois. Ma famille est passée de la classe moyenne à la classe moyenne supérieure quand je grandissais et avec ma sœur, nous avons beaucoup voyagé à travers le monde. Mon père est dans l'armée, mes 2 parents ont un master, mes grands-parents paternels ont des diplômes. Mais ce qui est marquant, c'est qu'on est là assis l'un à côté de l'autre et qu'on ressent exactement la même chose. En Amérique, peu importe votre classe sociale, peu importe vos diplômes. Nos parcours sont complètement différents, mais l'histoire qui nous relie, c'est qu'on est noirs. Et il nous arrive les mêmes trucs, nous voyons les mêmes choses. C'est le cas pour nous tous. Peu importe nos revenus, quand on est noir, on en passe par là. Comment ça pourrait changer? La situation est plutôt simple. La première chose, c'est que les policiers doivent être tenus pour responsables. Ils doivent être inculpés pour meurtre s'ils tuent des gens. On est d'accord pour dire qu'un meurtre, c'est un meurtre. Si vous maintenez votre genou sur le cou de quelqu'un pendant 9 minutes, c'est un meurtre. Si vous étiez à côté en train de regarder, c'est une complicité de meurtre. C'est juste la réalité. Avoir un badge ou un uniforme ne vous place pas au-dessus des lois, on peut commencer par là. Puis après, il faudrait mettre en place un système où les policiers viennent du quartier où ils travaillent. Nous ne pouvons pas avoir des policiers qui viennent d'ailleurs et qui ont peur des habitants qu'ils contrôlent, car au bout du compte, s'ils ont des préjugés, ils vont agir avec ces préjugés. Donc la police doit être encadrée. Évidemment, tous les policiers ne sont pas mauvais, mais il y a des mauvais policiers qui font des mauvaises choses et les mauvais policiers tuent des noirs. Comment les relations interraciales pourraient-elles progresser dans ce pays? Est-ce seulement lié à la police? Non, ce n'est pas seulement lié à la police. Je pense que pour que les relations interraciales progressent dans ce pays, il faudrait que les Blancs se regardent dans le miroir et qu'ils voient la réalité en face, la réalité de tous ceux qui ne sont pas Blancs dans ce pays. Tu veux dire quelque chose là-dessus? Du temps. Parce que si on y réfléchit, le racisme se transmet de génération en génération. Donc si tu es élevé par une personne raciste, qui a des pensées racistes et des comportements racistes, tu vas être influencé. Et tu vas garder un peu de ça en toi. Pas forcément tout. Mais avec le temps, les choses s'arrangent. Et tu vas commencer à voir des blancs et des noirs se marier. Vous savez, avec le temps, ça s'améliore petit à petit. Donc je dirais que ça prend du temps. Peut-être dans 20, 30, 40 ou 50 ans, on pourrait être dans une bien meilleure situation que maintenant. Mais on est en 2020, et c'est bien mieux qu'en 1920. Mais c'est une lutte de tous les jours, jusqu'à ce que ce soit plus nécessaire. Si j'ai parlé des primaires démocrates, c'est parce que certains candidats ont parlé des réparations pour l'esclavage. Est-ce que vous le souhaitez? Absolument. Je pense que quand nous parlons de violence policière, quand nous parlons d'oppression systématique, nous oublions qu'il y a eu des individus qui ont travaillé gratuitement pendant longtemps aux États-Unis. Et ce n'était pas « nous souffrons de discrimination au travail ». Il y avait des gens qui étaient battus et vendus et qui travaillaient pour $0 et 0 centimes, tout en bâtissant les fondements de cette Amérique à laquelle Donald Trump veut nous ramener. Donc si nous voulons dire que l'Amérique était grande à un moment donné, eh bien qu'on nous rende l'argent qu'on nous doit. Bien sûr, je comprends que ça va être difficile à réaliser en disant nous avons besoin d'1 milliard, 2 milliards de dollars à distribuer aux Nord-Américains. Ça va pas être facile, mais avec les bonnes personnes au bon endroit, ça pourrait marcher et honnêtement, cela pourrait résoudre beaucoup de problèmes dans la communauté. Car une grande partie de ces problèmes, c'est le manque d'accès aux ressources, le manque d'argent. Regardez, c'est ça ce qu'on aime. Blake Burt, un blanc avec qui je travaillais. Il vient de m'envoyer un message qui dit « Hey mon gars, fais attention à toi. Je suis là pour toi. Je suis là si t'as besoin de quoi que ce soit. » Ça montre que ce que je fais, ça marche.
Would you sing something? Would I sing something? Yeah. I'll say this, look. I know I did some things. Do I wish that I could take them back? This gives me content to write, but this is more than rap. I'm not ashamed of how we living or my image. Where I grew up, we was targets for the prison. At last, I'm 23 and I finally see the picture. My nappy hair and black skin always fit their descriptions. My name hold weight, but to them I'm just I could do no wrong and still get one in the temple. I can do no wrong and still get one in the temple. Got my people praying for me to protect my investments and giving back all these blessings. Music that sound like heaven, the numbers they come at 7. My heart is bigger than Kevin's. My brothers came from the terrace and now we niggas in Paris. Living in a world trying to... Je vois la Maison Blanche en face de moi et donc il y a des manifestants. Et en fait, ce qui a changé par rapport à hier lundi, c'est que les forces de l'ordre ont mis des espèces de grandes grilles noires. Donc les manifestants ont un peu moins de place. Ils sont un peu plus en retrait que la veille. Les gens pourraient se dire, pourquoi vous êtes là? Il y a le Covid-19, vous pourriez infecter vos enfants. Mais je me bats pour mes enfants. J'ai des enfants noirs, 2 enfants noirs. Et ça blesse de voir ça. Combien de temps allons-nous devoir continuer à nous battre encore pour la même chose? C'est la dernière fois, on en a marre. C'est pour ça qu'on est là. Ça doit cesser. Arrêtez de tuer des Noirs. What do you think about the fact that there are a lot of white people in the crowd? Oh mon Dieu, ça me touche beaucoup qu'on soit là tous ensemble. La majorité de la foule n'est pas noire, ils sont blancs. Ce sont des personnes qui pensent que ça suffit. Car quand des choses comme ça arrivent, ça nous concerne tous. Il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. Là, c'est assez impressionnant en tout cas. Il y en a plus qu'hier à la même heure. What did you say? C'était clair, arrêtez de jeter des trucs. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une tension dans les manifestants entre ceux qui sont un peu en faveur de la violence pour se faire entendre et ceux qui au contraire veulent maintenir cette manifestation pacifique. Why are you still here after a curfew and... Fuck that curfew. J'emmerde le couvre-feu. On est là parce qu'on doit se faire entendre. Trop de gens meurent entre les mains de ces putains de policiers. J'emmerde le couvre-feu. Je serai là jusqu'à la mort. Fucking curfew. I'm here until I die. Shaking a fence is not violence. Secouer une grille, c'est pas de la violence comparé à tout ce qu'ils nous font tous les jours. Tout le monde parle d'être pacifique, de manifestations pacifiques. Mais regardez ce qui est arrivé à Colin Kaepernick. Il a perdu son boulot pour avoir posé un genou à terre. Dans ce pays, un policier peut s'agenouiller sur un homme noir et le tuer. Mais on peut pas s'agenouiller pour dénoncer ce même crime. Colin Kaepernick, dont il parle, c'est le joueur américain qui avait posé un genou à terre pendant l'hymne américain et en fait il n'a pas été réembauché parce que son geste avait créé beaucoup de divisions. C'était un geste pour critiquer les violences policières contre les Noirs et aujourd'hui c'est ce même geste que font les manifestants. Il pose un genou à terre pour critiquer les violences policières, mais aussi c'est un geste qui fait écho au fait que ce policier blanc, Derek Chauvin, avait son genou sur le cou de George Floyd pendant 8 minutes 30 et c'est ce qui l'a asphyxié d'après une autopsie. Derek Chauvin, le policier qui avait appuyé son genou sur le cou de George Floyd, a vu son inculpation pour homicide involontaire requalifiée en meurtre non prémédité. Les 3 policiers qui avaient interpellé avec lui l'Afro-Américain âgé de 46 ans ont finalement été inculpés pour complicité de meurtre. Les manifestations, elles, largement pacifiques, se poursuivent. C'est la fin de ce numéro de 2020, le podcast de l'agence France Presse Made in America. Un grand merci à Trey, dont le nom complet est Trayvon Stance. Son morceau que vous avez entendu s'intitule At Last. Cet épisode a notamment été réalisé grâce à Laura Hakoun, Salima Belhadj, Lucie Aubourg et Brigitte Dussault. Mille merci aussi à tous ceux qui assurent les doublages sur les voix américaines. Et vous, prenez soin de vous. Je vous retrouve vendredi prochain, américainement vôtre.